Bon matin, la Naudière. Comment allez-vous en ce mercredi 28 janvier? Ben oui, c'est le dernier mercredi du mois de janvier. Enfin, on va mettre le mois de janvier de côté pour passer à autre chose. Mais c'est froid ce matin. C'est pas froid, c'est vraiment fret ce matin. Il faisait tellement froid que mon auto a décidé de rester à la maison. Ben oui, c'est comme ça. Que voulez-vous? Hein? Fait que donc, si vous sortez aujourd'hui, faites très attention, habillez-vous chaudement. Bon, on va aller voir tout de suite Louise. On va lui donner une chance parce qu'elle est à l'extérieur, là, elle. Louise, fait-tu froid? Oui, il fait très froid ce matin, mais il y a un beau soleil. Puis, même chose là ce matin, le soleil nous réchauffe un peu, mais c'est à cause de l'humidité et tout qui fait encore plus froid. Fait qu'il faut vraiment s'habiller chaudement et faire attention sur les trottoirs. La petite glace noire, il n'y en a pas juste dans les rues pour les véhicules, là. Il y en a aussi pour les piétons. Fait qu'il faut vraiment faire attention, Dani, ce matin. Oh que oui, c'est sûr qu'il faut faire attention autant dans les rues que sur les trottoirs. Oh oui, 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 oui. Mais Hey, nous avons une belle journée ensoleillée aujourd'hui. oui, tant mieux. Comme on dit, hein, puis je l'ai déjà dit, c'est pas chaud pour la pompe à eau. Et que non, c'est pour ça que ton véhicule n'est pas parti. Ouais, La pompe à eau est exactement. gelée. Exactement. Puis ceux qui n'ont pas de pompe à eau, qui sont connectés directement à la ville, vous êtes chanceux, là? Ben, c'est pas chaud à matin. Non, non, c'est pas chaud ce matin. Hey, on regarde l'écran, là, c'est moins 20 degrés Celsius avec un temps ressenti de, sais-tu combien, là, en ce moment? C'est pas moins 26? Moins 26? Ouais. Ah, je te laisse entre les mains, c'est toi qui es l'expert. Oui, oui, oui. Puis ce matin, c'était à moins 29, là. Quand je suis partie de mon véhicule, moi, là, ce matin, là, dans mon véhicule, il me disait qu'il faisait moins 29 degrés. Ah, ben, C'était pas chaud. c'est peut-être pour ça que le mien a décidé de rester en pyjama. Ça se peut fort bien. Merci, Louise. On te retrouve dans une dizaine de minutes. Pas de problème, Dani. Va À te mettre au tantôt. chaud, là, en étendant. Oui. Eh bien, aujourd'hui à l'émission, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. On s'excuse si on n'était pas là vendredi passé, ni ce lundi. Lundi, à cause de la tempête. Vendredi, on a eu des petits soucis. Mais là, nous sommes de retour et tellement contents d'être avec vous parce qu'on a une très belle émission aujourd'hui. On a 3 chroniqueurs pour vous à l'émission. Premièrement, à 9h20, on retrouve Annabelle Fréchette de la Chambre de commerce qui vient nous parler des prochaines activités qui vont se passer ici dans la région. À 9h30, on reçoit une nouvelle chronique. C'est un notaire, c'est M. Nelson Tessier, qui vient nous parler de cette nouvelle loi qui a été adoptée par la Cour suprême du Canada, l'union parentale. On va commencer à en parler, là, on va vous parler de ça au fil des mois. Alors, soyez là, c'est très, très, très intéressant. Et je reçois également à 9h50 Mme Dominique Vincelli de la Maison d'accueil La Traverse, qui est une maison qui est dédiée aux femmes victimes de violences conjugales. Ça aussi, ça va être très intéressant. Alors, une belle émission pour vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes heureux, bien au chaud à la maison. On commence ça tout de suite avec vos nouvelles régionales. Eh bien, triste nouvelle en commençant ce matin, la communauté de Saint-Gabriel est profondément touchée par le décès récent de M. Bernard Lompré, qui est survenu le 24 janvier à l'hôpital de Joliette. Figure bien connue de la région, il était fondateur des monuments Bernard Lompré et depuis 2016 de la résidence funéraire qui porte son nom. Un homme reconnu pour sa générosité, son écoute et la compassion qu'il offrait à tous ceux qu'il rencontrait. Il laisse dans le deuil sa conjointe, France Marchand, ses filles Geneviève et Cathy, son petit-fils Thomas, ainsi qu'une grande famille et de nombreux amis. La famille recevra les condoléances les 20 et 21 février à la maison funéraire de la rue Decoy, ici à Saint-Gabriel. Quant aux funérailles, bien, elles seront célébrées le samedi à l'église de Saint-Gabriel. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la mémoire de Bernard, notamment aux fondations du cancer ou des maladies du rein. Tous les employés de CTB-TV aimeraient offrir leur sincère sympathie à la famille. Un important rappel touche plusieurs variétés de pizza pop de la marque Pillsbury en raison d'une possible contamination à la bactérie E. coli. L'Agence canadienne d'inspection des aliments élargit son avis à 11 produits vendus partout au pays et demande aux consommateurs de ne pas les manger, de les jeter ou encore de les rapporter en magasin.
Voici quelques-uns des produits en question. Pizza Pop, 3 fromages de Pillsbury. Pizza Pop Pepperoni. Pizza Pop Supremo Extreme Pepperoni et Bacon. Pizza Pop Pepperoni et Bacon. Pizza Pop 3 viandes, ainsi que Pizza Pop Deluxe, tout ça de Pillsbury. Ces produits sont également vendus en différentes quantités. Les autorités rappellent que les aliments touchés ne présentent pas d'odeur ou d'apparence inhabituelle, mais qu'ils peuvent provoquer des nausées, des vomissements, des crampes abdominales ou encore une diarrhée parfois sanguignolante. Toute personne qui croit avoir été malade après avoir consommé est invitée à consulter un professionnel de la santé, puisque certaines infections à E. coli peuvent entraîner des complications graves. Jusqu'à présent, aucun cas n'a été confirmé au Québec. Toutefois, 29 cas ont été rapportés aux autorités, soit 12 en Alberta, 6 en Saskatchewan, 4 en Colombie-Britannique, 2 au Manitoba et 2 en Ontario, 2 au Nouveau-Brunswick et 1 à Terre-Neuve et Labrador. Aucun décès en lien avec cette contamination n'a non plus été confirmé par l'agence. La pression du coût de la vie continue de s'intensifier au Québec, alors qu'un locataire sur 5 peine maintenant à payer son loyer. À Montréal, la situation est encore plus préoccupante. Le quart des locataires a eu de la difficulté à s'acquitter de leur paiement l'an dernier. Un signe clair que les hausses successives dépassent la capacité de nombreux ménages. Selon une étude menée par Léger pour l'organisme Vivre en Ville, les personnes âgées de 35 à 54 ans, en plein cœur de la vie familiale et professionnelle, sont les plus touchées, avec près d'un tiers d'entre elles qui éprouvent des difficultés à suivre le rythme. Depuis 2023, le loyer moyen a bondi de plus de 150 $ par mois, ce qui représente une augmentation annuelle d'environ 1 800 $. Et certaines régions, comme l'Outaouais et Laval, affichent des montants encore plus élevés. Devant cette réalité, de moins en moins de locataires envisagent de devenir propriétaires. Et une large majorité affirme ne tout simplement pas avoir les moyens d'y accéder. Pour beaucoup, le prix demeure désormais le premier critère dans le choix d'un logement, loin devant la superficie ou l'insonorisation. Les appels à Tel Jeune ont grimpé de 17 % durant le temps des fêtes. Une période qui, derrière les lumières et les rassemblements, demeure particulièrement éprouvante pour de nombreux jeunes. Plusieurs vivent une montée d'anxiété, des conflits familiaux ou la pression du retour à l'école et cherchent un espace où déposer ce qu'ils n'osent pas toujours dire à la maison. Les intervenants rappellent que la détresse ne prend jamais de pause. Un appel sur 5 mène à une évaluation suicidaire. Et les situations rapportées sont souvent lourdes, complexes et profondément humaines. Depuis l'entrée en vigueur des restrictions sur l'usage du cellulaire à l'école, les demandes se déplacent maintenant presque entièrement en soirée. C'est à ce moment que l'anxiété accumulée éclate, que les tensions de la journée remontent et que les jeunes, souvent seuls dans leur chambre, ressentent le besoin urgent de parler à quelqu'un qui ne les jugera pas. Les intervenants décrivent des appels marqués par la peur, la colère, la tristesse, mais aussi par une immense volonté de comprendre, de s'en sortir et de trouver un peu de lumière. Malgré la charge émotionnelle que représente ce travail, ceux et celles qui répondent au bout du fil soulignent à quel point leur rôle est essentiel. Ils parlent de la satisfaction profonde d'offrir un moment de répit, de calmer une crise, d'aider un parent dépassé ou de redonner un peu d'espoir à un jeune qui croyait ne plus en avoir. Ils rappellent que derrière chaque appel, il y a une histoire, un vécu, un besoin réel d'être entendu. Et que même dans les périodes les plus difficiles, cette écoute peut faire toute la différence. On écoute ensemble la publicité de Tel Jeune. Depuis plus de 30 ans, les équipes d'intervention professionnelle de Tel Jeune sont aux premières loges des besoins adolescents.
Grâce à Tel Jeune, les ados du Québec peuvent consulter un intervenant ou une intervenante de façon gratuite, confidentielle et toujours sans jugement. Ils et elles peuvent nous contacter pour toute question, inquiétude, émotion ou préoccupation, les plus petites comme les plus grandes. Parfois, les jeunes préfèrent discuter entre ados du même âge, et c'est bien normal. Tel Jeune a donc mis en place un service de chat confidentiel et gratuit, réservé aux ados, disponible le soir après l'école. Les jeunes du clavardage ado TJ échangent avec les ados qui les contactent, les aident à voir leur situation autrement et leur donnent des conseils. Exactement comme le feraient des amis. Une autre ressource disponible est le forum TJ. C'est une plateforme par et pour les ados où les jeunes peuvent se créer un profil et poser des questions, répondre à celles des autres, lire les échanges publiés, toujours de façon confidentielle. Et comme on sait qu'il y a des ados qui préfèrent trouver leurs réponses en ligne, on leur propose plein de contenus pour qu'ils s'informent, apprennent et se rassurent. Chez Tel Jeune, on dit les vraies affaires, de façon inclusive et bienveillante. Je termine avec la MRC de Matawini qui investit dans un nouveau centre de conditionnement et de stockage de biomasse à Saint-Michel-des-Saints. Un projet conçu pour soutenir la transition énergétique de la région. Le centre permettra de transformer des résidus forestiers locaux en un combustible stable et performant qui sera destiné aux bâtiments agricoles, commerciaux, industriels et institutionnels. L'objectif, c'est de sécuriser l'approvisionnement en biomasse, réduire les coûts d'énergie pour les utilisateurs et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ce projet, qui est porté par SSTM Valorisation du bois, devient un levier stratégique pour la Matawini. En valorisant des ressources locales, il renforce l'autonomie énergétique du territoire et s'inscrit dans la vision des racines à la cime, qui mise sur l'innovation pour redonner à la forêt matawinienne un rôle économique fort. La MRC y contribue par un soutien financier de 300 000 $ provenant du Fonds de région et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Les organisations intéressées à convertir leur système de chauffage vers la biomasse sont invitées à contacter la MRC, qui offre un accompagnement spécialisé pour analyser la faisabilité et les options technologiques. Les responsables régionaux soulignent que cette initiative représente une étape déterminante pour bâtir un avenir plus durable, tout en créant des retombées économiques concrètes pour la communauté. Alors voilà, c'est ce qui termine votre premier bulletin de nouvelles. On va aller faire tout de suite un tour à l'extérieur pour aller voir Louise, là, si elle n'est pas trop gelée, parce qu'il fait frais, il fait frais. Il fait froid, mais le soleil nous réchauffe un peu, fait que ça fait un peu de bien. Pour aujourd'hui, là, ce matin, on a un beau soleil avec un moins 18. Cet après-midi, ça va être moins 11 avec des passages nuageux. On ne peut pas avoir une journée plein soleil complet. Il faut qu'il y ait des petits nuages. Mais on n'a pas de neige, fait que c'est pas si pire pour aujourd'hui. Pour cette nuit, c'est sûr qu'encore les nuits sont encore très froides. Il annonce moins 20 cette nuit. Là, c'est encore froid, c'est pas chaud. T'sais. Demain, demain matin, là, on va avoir un petit ciel variable avec moins 18. C'est encore froid, moins 18 le matin. Je vous en avais pas parlé encore, mais avec les vents, là, je n'ai pas parlé, mais là, je vais être obligé d'en parler parce qu'il va y avoir encore des vents à 26 km. Fait que là, c'est encore on va avoir encore plus froid à cause de ça, parce que les vents nous font avoir froid. Parce que jeudi, demain dans l'après-midi, là, ça va être ensoleillé. Là aussi, il va y avoir des petits passages nuageux, mais ça va être moins 13. Fait que quand même, moins 13, là, on peut se consoler. C'est pas si pire, moins 13. Mais c'est les vents on va avoir très froid à cause des mosus de vent. Il ne faut pas le dire fort parce qu'on est à la télé, là, mais les petits mosus de vent, là, sont fatigants. Mais là, en plus, dans la nuit de jeudi soir à vendredi, on attend de la neige encore. Je n'avais pas parlé, mais là, il faut en parler, on attend encore de la neige. Mais c'est pas beaucoup, c'est entre 3-4 cm de jeudi soir à vendredi. Fait que ça devrait être, puis là, ils disent bien, 3-4 cm. Mais
ça va être comme un nuage. Tu sais, comme on a eu là, cette semaine, là, une grosse bordée, là, un moment donné, là, je pense que c'était jeudi passé. Une grosse bordée, on dirait que c'était une grosse tempête. Ben non, ça a duré peut-être 5 minutes. Hop, il n'y avait plus rien. Après, il y a eu un soleil. Ben, c'est probablement ça qui va se passer aussi vendredi matin. Là, je vais vous parler. La semaine passée, on avait dit comme quoi que le 24, c'était supposé d'être le randonnée au flambeau, mais il était remis le 7 février. Ça s'en vient le 7 février, le randonnée au flambeau. Vous savez, il va y avoir des sentiers que vous allez pouvoir vous promener, il va y avoir de la chaleur, puis le soir, bien, ça va tout être illuminé avec des flambeaux. Là, ça va être merveilleux. Il y a des petites collations pour ceux qui vont avoir froid, puis ça va faire du bien, du chocolat chaud, du café. Puis ça va être parfait pour cette journée-là, parce que le soir, ça va être ça, c'est à partir de 19h. Puis dans la journée, bien, il va y avoir autre chose dans la journée. Fait que dans la journée, là, ça va être, bon, vous en parlez tantôt, là, mais vous donnez juste une petite idée des vieilles motoneiges. Fait qu'on s'en reparle tantôt à la prochaine météo. À toi, Dani. Merci beaucoup, Louise. Oui, c'est pas chaud, mais au moins on a du soleil, comme dit Louise. Eh bien, nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, je reçois Annabelle Fréchette de la Chambre de commerce qui vient nous parler des activités qu'il va y avoir ici dans la région là, pour les prochaines semaines. On parle de ça dans 2 minutes. Restez là. Annabelle Fréchette, bonjour. Bonjour, Dani. Comment ça va? Ça va très bien. T'es pas trop gelé? Non, ça va. Ça va? Oui, on s'habille chaudement, ça va. On n'a comme pas le choix. Non, c'est ça. Faut vivre avec l'hiver. Ben oui, gars, c'est l'hiver québécois, on est habitué. Exact. Ben écoute, il y a déjà un mois de passé, il en reste juste un, là. Oui, bon, ça l'hiver s'éternise souvent quand même. Oui, mais au moins les froids sont moins présents après le mois de février. C'est vrai, c'est vrai. C'est plus acceptable. Annabelle, tu nous parles d'activités à venir dans la région. Oui, une activité qui s'en vient à la Chambre de commerce, qui est en lien avec l'actualité économique aussi. On va parler bientôt de diversification des marchés. Okay. On organise un déjeuner-conférence avec la Corporation de développement de Saint-Damier sur la diversification des marchés, stratégie gagnante en temps de guerre tarifaire. Diversification des marchés. Tu peux me dire un peu plus, c'est quoi exactement? Oui, en fait, à qui ça s'adresse, vous allez comprendre un peu mieux le sujet. Ça s'adresse à tout ce qui est producteur, à tout ce qui est manufacturier, petits artisans aussi qui vendent dans le reste du Canada et à l'international et qui voudraient, avec, on le sait présentement, la situation économique avec les États-Unis, ça devient un petit peu plus compliqué. Beaucoup de tarifs sont ajoutés aux exportations de nos produits. Donc, ils ont une nécessité de diversifier leur marché vers d'autres pays, vers d'autres régions, tant au Canada qu'à l'étranger. Surtout que ça risque de s'intensifier dans les prochains jours. Oui, là, on l'a avec vu notre ami de l'autre bord. On l'a vu la semaine passée à Davos. Il y a beaucoup de discussions qui nous sont parvenues de là, qui font dire, dans les prochaines années, c'est peut-être le temps de vous y mettre. Ouais. Ça concerne autant ceux qui vendent que ceux qui s'approvisionnent aussi à l'étranger. Okay. On vise vraiment manufacturiers, producteurs et artisans parce que avec les boutiques en ligne maintenant, le commerce en ligne, exemple, les boutiques Etsy, on a plusieurs petits artisans qui vendaient leurs œuvres, leur travail aux États-Unis. Ah. Donc maintenant, peut-être qu'ils vont devoir se diriger vers d'autres marchés. On va parler de diversification des marchés, oui, mais on va parler aussi de diversification des activités, de production, d'approvisionnement, d'accompagnement, de commercialisation à l'étranger, de finances, des programmes existants. Wow. Donc, on invite, puis ça s'adresse vraiment à tout le monde dans la Naudière, là. Tous ceux qui sont concernés par le sujet dans la Naudière peuvent venir nous rencontrer pour ce déjeuner-conférence. Ça va avoir lieu le jeudi 26 février à 8h le matin au Outsiplou Art Café ici à Saint-Gabriel. Juste au coin de la lumière. Exact. 26 février, tu m'as dit? 26 février. Mettez ça à vos agendas. À quelle heure? À 8h le matin. 8h le matin. Le coût, 25$ plus taxes, déjeuner compris.
Donc, c'est pas une raison pour pas venir. Là. On peut s'en prendre 2? Ben, les entreprises qui veulent venir pourraient venir avec d'autres membres de leur équipe aussi. Mais y a-t-il assez de place pour pas mal de monde? On a des places limitées, donc faut pas trop tarder. C'est en vente sur le site Internet de la Chambre de commerce Brandon, les billets présentement. OK. Ensuite, qui va être là? Oui. On veut savoir qui va être là quand même, si ça vaut la peine de venir. Nos intervenants, on a M. Jonathan Landreville, qui est directeur général de la SADC Matawini, qui va présenter, entre autres, le guide de diversification des marchés qui a été créé par la Table des partenaires économiques en Matawini. C'est un outil super pertinent qui pose les questions qu'on doit se poser avant de se lancer à l'extérieur, là, en exportation. Que ça soit au niveau des finances de l'entreprise, que ça soit au niveau de ses ressources humaines, de son marketing, de tout ce qui est volet technologique aussi de l'entreprise. Donc, on va parler de tout ça. On va avoir aussi Christine Coudrier, qui est conseillère à l'exportation chez Lanaudière International. Les manufacturiers dans la région connaissent Lanaudière International. C'est un organisme fort pour Lanaudière, pour tout ce qui est justement développement de marchés internationaux. Donc, la plupart font affaire déjà avec Lanaudière International. Des grosses pointures, ces gens-là. Oui, là. Christine est spécialisée en commercialisation à l'international, en processus d'affaires aussi à l'étranger. Donc, elle va avoir des très bons conseils, des astuces à donner aux gens qui voudraient se lancer, qui sont intéressés par le sujet, en fait. Ou encore qui sont déjà sur le marché, mais qui veulent aller voir ce qui existe ailleurs. Parce qu'on peut pas se lancer du jour au lendemain disant, moi, à partir de demain, je vais en Europe, en Asie. C'est pas comme ça que ça marche. C'est un processus qui peut être long. Il faut s'implanter petit à petit. Donc, en prévision de ce qui s'en vient dans les prochaines années, là, c'est le moment d'y penser. Il faut y penser maintenant quand on vend déjà, particulièrement aux États-Unis. Là, il faut y penser maintenant. Puis on parlera pas seulement de l'étranger, on va parler aussi de commerce en province, là, commerce interprovincial ici, parce que c'est plus près de chez nous. Pourquoi pas se lancer au Canada aussi? Eh oui, effectivement. Exact. Puis, tu sais, ça peut être bon aussi pour une petite entreprise qui dit, ben moi, j'aimerais démarrer une entreprise. Oui. Puis, je sais pas trop comment ça fonctionne. Fait que donc, ils pourraient assister à ça. Ils peuvent assister puis avoir à des ça. très bonnes idées. Ils vont avoir beaucoup d'informations sur place sur comment ça fonctionne, c'est quoi le processus, à quoi il faut penser avant de se lancer. Donc, parce que comme tu dis, c'est pas un petit processus, là. Non, c'est pas un petit processus. On va présenter aussi, il existe beaucoup de programmes, notamment auprès de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Il existe quelques programmes là qui existent pour les entreprises qui veulent se lancer en exportation, dans le milieu de l'exportation. Fait qu'on va présenter aussi certains programmes existants là-dedans, notamment les programmes Corex là, qui font affaire autant au Canada, aux États-Unis, Europe, Asie, Afrique. Wow. Ils touchent vraiment l'ensemble de la planète là, présentement avec leurs programmes d'accompagnement pour les entreprises qui veulent se lancer. Alors, je trouve ça super intéressant comme activité là, que vous allez faire. Oui, les entreprises ont besoin de devenir plus concurrentielles présentement, de rester compétitifs seulement aussi. Donc, il faut y penser, il faut y aller, c'est le moment. Good. Ensuite, on a le temps pour autre chose. En lien avec le sujet, toujours, je vais vous parler aussi peut-être des recommandations des chambres de commerce du Québec en matière de diversification des marchés. Okay. Il y a des choses qui sont difficiles présentement. Il y a des demandes qu'on fait souvent à différents paliers de gouvernement à cet effet-là. On demande souvent aux gens d'acheter local. Nos gouvernements aussi devraient peut-être favoriser, quand ils lancent des appels d'offres, ajouter des critères pour favoriser les entreprises locales. Ça aiderait aussi nos grands manufacturiers, nos industriels qui pourraient être avantagés dans ce cas-là et avoir un petit peu plus de part de marché. Exact. Là-dessus. Ensuite, éliminer les barrières commerciales entre provinces parce que c'est souvent plus compliqué de vendre
vendre aux provinces voisines que d'aller vendre aux États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose qui serait très important. J'ai une nouvelle là-dessus tout à l'heure, justement, à propos de la nourriture. Fait que oui. Bon, parfait. On est vraiment en plein dedans. Là, oui, c'est dur, même entre provinces. Oui, oui, c'est un peu incohérent avec la situation actuelle, en fait. Exactement. On aimerait ça aussi que les gouvernements donnent du lousse à nos entreprises. Ceux qui sont touchés, là, appliquer les restrictions, notamment là, l'application des restrictions au programme des travailleurs étrangers temporaires. Essayez donc d'assouplir un petit peu là présentement là pour parce qu'ils ont déjà des complications avec la vente à l'étranger. Ouais. Si on pouvait au moins assouplir cette portion-là de leur travail, les garder un petit peu plus facilement dans leurs entreprises, c'est un petit peu moins de problème. Je vais te dire que les temps sont difficiles, ma chère. Oui, très difficiles. Tout à fait. Je suis obligé de t'interrompre parce qu'on a déjà terminé. Ben oui, ça va toujours trop vite. Exact. On a toujours plein de sujets. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Puis on se voit le 26 février pour tous ceux que ça intéresse. cc-brandon.com. Merveilleux. Vous avez compris le message. Merci beaucoup à toi. Bonjour. Nous, on va prendre une courte pause et au retour, eh bien, on se poursuit avec... on a d'autres chroniques pour vous, des très bonnes chroniques. Restez là. Nous sommes de retour à votre émission Bon matin, l'anneau d'hier, en ce mercredi 28 janvier. Bien oui, on se décourage pas, le mois de janvier est presque terminé. Les gros froids, il nous reste encore peut-être un mois, là. On va espérer que ça passe vite, comme le mois de janvier, hein, quand même passé assez vite. Il est 9h29 précisément. Est-ce qu'il s'en vient à l'émission? Très intéressant également. On va avoir une chronique dans quelques instants avec Monsieur Nelson Tessier, qui est notaire. C'est une nouvelle chronique. Il va venir nous parler d'une nouvelle loi qui a été adoptée par la Cour suprême du Canada. Ça a rapport avec l'union parentale. Très intéressant. On va décortiquer ça dans plusieurs émissions. Alors, soyez à l'affût. On vous parle de ça dans quelques instants. Et à 9h50, eh bien, je reçois une dame du nom de Dominique Vincelli de la maison d'accueil La Traverse, une maison qui est dédiée aux femmes victimes de violences conjugales. Alors, si jamais vous connaissez des gens qui sont dans le besoin, mais ça aussi, c'est une chronique qui pourrait être très, très, très intéressante. Alors, on y va tout de suite. On s'en va rencontrer notre prochain invité, M. Nelson Tessier. Monsieur Tessier, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien sûr. Bon, elle est tellement heureux de vous recevoir, vous. J'aurais aimé ça vous recevoir il y a bien longtemps. Non, mais c'est bien. Il y a un peu de temps qui est passé depuis l'adoption de la loi. Et à ce moment-là, on a peut-être un peu plus de regard objectif. Bon, ben, bonne affaire. Maintenant, je voudrais préciser une chose avant de commencer. La loi, au Québec, c'est adoptée par l'Assemblée nationale. OK. La Cour suprême n'adopte jamais de loi. Okay. La Cour suprême, c'est l'organisme de contrôle ultime de toutes les provinces. Lorsqu'il y a un jugement en Cour supérieure, Cour du Québec, Cour d'appel, on peut toujours aller à la Cour suprême, qui, un peu comme aux États-Unis, qui va trancher. Donc, une Cour n'adopte pas de loi. OK, c'est le gouvernement du Québec. Oui. Et dans les autres provinces, bien évidemment, c'est l'autorité gouvernementale provinciale. Bien, merci de m'informer, parce que moi, je ne connais pas grand-chose. Non, c'est correct. C'est correct. Et puis, précision, je ne suis plus notaire en pratique, je suis à la retraite. Mais vous avez été notaire pendant nombreuses années. Pendant 50 ans. 50 ans? Oui. Je pense que vous y connaissez un petit peu. Oui, c'est ça. J'ai été inspecteur à la Chambre des notaires pendant 20 ans. J'ai été en pratique privée pendant 25 ans. J'ai enseigné à l'Université de Sherbrooke pendant 1 an à la formation des notaires. Okay. Donc, c'est un peu l'expérience que j'ai. J'étais conférencier, j'ai été chroniqueur dans les journaux de la Chambre des notaires. C'est un peu l'expérience que j'ai. Bien, merci de partager cette expérience-là avec nos téléspectateurs, premièrement. Vous m'excuserez si jamais je ne suis pas familier avec la télé, mais il se peut que je parle peut-être trop vite. Vous me ferez signe d'arrêter. Pas de problème. Vous faites bien ça à venir jusqu'à date. Laissez-moi vous le dire. Alors, on parle de cette nouvelle loi-là qui a rapport avec la loi de l'union parentale. Exactement. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, d'abord, il faut commencer par le début. L'union parentale s'applique maintenant seulement pour les gens qui ne sont pas mariés. OK. Jusqu'à l'adoption de la dernière loi en juin, c'était adopté un peu avant juin, mais mis en vigueur le 30 juin 2025,
les conjoints de fait n'avaient aucun droit dans le patrimoine de l'autre. C'est ça la base. Et on reviendra sur la cause Éric contre Lola qui a initié le changement. Pour comprendre où on en est rendu, il faut regarder un petit peu dans le passé. OK. Et à partir de la Confédération, 1866, où le Code civil avait été adopté, il n'y avait que 2 régimes matrimoniaux. La séparation de biens et la communauté de biens. OK. La communauté de biens était le régime qui s'appliquait pour tous les conjoints qui se mariaient sans contre-mariage. Quand tu faisais un contre-mariage, il pouvait être en séparation de biens ou en communauté de biens. Mais s'il n'y en avait pas, c'était la communauté de biens. OK. Et le mari était l'administrateur des biens de la famille. Ah, ouais. Et La femme n'avait pas rien à dire. Rien du tout. Wow. Et si on veut regarder ça, de 1866 à 1915, il n'y avait eu aucun changement. Et il y a eu la loi Perrodo. Je vais vous expliquer ce que c'est. Jusqu'en 1915, l'épouse n'était pas considérée comme une héritière. Seuls les enfants l'étaient. Wow. Quand on parle d'héritier, là, on parle de quelqu'un qui va succéder à quelqu'un d'autre sans disposition testamentaire. Lorsqu'il y a une disposition testamentaire, on appelle ça un légataire. Oui, OK. Donc, quand on parle de légataire, on est sûr qu'il y a un testament. Lorsqu'on parle d'héritier, c'est pour signifier qu'il n'y a pas de testament. C'est les prescriptions légales qui s'appliquent. On dit, bon, ça va être telle chose, telle chose. Et à partir de 1915, l'épouse a été enfin reconnue comme étant une héritière, comme les enfants, au niveau du patrimoine du mari qui décédait sans testament. Wow. La proportion, c'était 1 tiers madame, 2 tiers aux enfants. OK. Et si on se rappelle, les familles étaient très nombreuses à l'époque. Et la pauvre femme Elle demeurait n'avait pas avec, grand-chose, là, elle. elle demeurait avec 10, 12 enfants, seule, pas de métier la plupart du temps. Ben oui. Et tous les biens appartenaient aux enfants, qui étaient pour la plupart mineurs, et la majorité était à 21 ans à l'époque. Donc, elle devait administrer par une tutelle la voix des enfants sans pouvoir en prendre pour elle, parce qu'elle n'y avait pas droit. Dieu merci que ça a changé. Ça a changé. C'est pour ça que je fais un petit peu de rappel pour voir l'évolution. OK. Et ça a été comme ça jusqu'en 1964. OK. Et ceux qui se mariaient sans contre-mariage, on va aller bien plus loin, les biens que l'épouse possédait au moment de son mariage, les biens possédaient, l'épouse possédait des biens au moment de son mariage. S'il n'y avait pas de contre-mariage, ces biens-là rentraient dans la communauté, donc étaient sous la gouverne du mari. OK. Et si vous vous rappelez les anciennes règles, madame devait obéissance au mari. C'était dans la loi. Oui, dans ce temps-là. C'était dans la loi. C'était dans la loi, en oui. plus. Quand il y avait un contre-mariage, on pouvait avoir une clause d'ameublissement qu'on disait. Donc, madame qui se mariait en communauté de biens pouvait dire, voici, les biens que je possède sont ceux-ci, et ils n'entreront pas dans la communauté de biens. OK. Mais s'il n'y avait pas de contre-mariage... Tout rentrait. Ben oui, parce qu'on n'avait pas établi. OK. 1964, c'est un changement majeur parce qu'on a eu, pour la première fois en 1961, Mme Claire Casgrain, qui est devenue la première femme députée au Québec. Et 2 ans plus tard, sous le régime de Jean Lesage, elle est devenue ministre. OK. Et elle était mariée en séparation de biens. Encore là, le mari avait autorité. Madame, jusqu'en 1964, ne pouvait pas faire de bail, ne pouvait pas faire de contrat, ne pouvait pas gérer son compte de banque, ne pouvait rien faire. Elle va pour signer un bail de son logement de fonction à Québec. Elle ne peut pas le signer. C'est son mari qui doit... C'est insultant. C'est ça. Et c'est ça qui l'a motivé à faire la modification, à présenter un projet pour modifier la réglementation sur le droit de la femme. Ça a commencé. Mais ce n'était que pour la séparation de biens. OK. La communauté de biens continuait. La communauté de biens, ça, c'est quand tu es marié. Oui, c'est ça? On parle toujours, là, jusqu'à temps l'union parentale, on parle toujours des gens mariés. Okay. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, pour vivre en couple, il fallait être marié. Le concubinage ou l'union de fait était décrié. Ouais. C'était pas permis dans la loi, mais il y avait aussi l'impact religieux, être à côté, qu'on disait. Okay. C'était très péjoratif. Alors qu'avec l'évolution, les gens ont commencé à vivre ensemble sans être unis par les liens du mariage. Et pour faire court, quand on se mariait à l'Église, ce n'était pas ça qui était le mariage. C'était une cérémonie religieuse. À l'Église, l'officier public, le curé, faisait office du
protonotaire, en sens que c'était l'officier public consacrait l'union. Mais on avait une cérémonie religieuse. Mais seulement la messe, c'était pas le mariage. Ça. Et c'est pourquoi on avait 2 registres. On avait dans les églises, les fabriques, un registre pour les décès, les mariages, les naissances. Et 2 registres. Un demeurait à la paroisse et à la fin de l'année, on envoyait une copie au palais de justice. OK. Donc, le curé, non payé, faisait office d'officier public. Et on a toujours dit le mariage est à l'Église. Ben, c'était pas ça. C'est parce que les prescriptions légales étaient celles de l'État. On va continuer. 1982 arrive une nouvelle loi sur la reconnaissance de l'enfant adopté comme étant un enfant au même titre que les enfants issus de l'union des 2 parents. Avant ça, l'enfant adopté ne l'était pas. Donc, il n'était pas un héritier. Okay. S'il y avait un testament, OK, mais s'il n'y a pas de testament, il n'était pas héritier. Les gens pensaient toujours qu'il était marié, et puis il avait eu l'enfant, puis à ce moment-là, il va hériter comme les autres. Ce n'était pas vrai. Et jusqu'en 89, on a laissé porter, et c'est là qu'on a adopté ce qu'on appelle la loi sur le patrimoine familial. OK. Où là, on a décidé que, je vais revenir un petit peu en arrière. Je vous laisse 30 secondes. OK. La société d'acquet, 70. Oui. Où le régime légal est passé de la communauté à la société d'acquet. Et c'est là que les conjoints ont eu une égalité dans la valeur de leurs biens et le contrôle de leurs biens. OK. Ça a été le changement majeur et la plupart des gens se sont mariés par après sans contre-mariage parce que la société d'acquet protégeait les biens de chacun à ce moment-là. Il y avait autonomie. Écoutez, j'aimerais ça, jaser avec vous encore 1h30 de temps. C'est tout le temps qu'on a pour l'instant, mais vous allez revenir, hein? Ah oui. Parce que ça se continue, cela, là. Oui. Là, on a vu l'historique, oui. Hein, de comment ça s'est passé. Ça. On va revenir à la date d'aujourd'hui, puis on va expliquer. Ce qui est important, si vous permettez, si on a encore le temps, c'est que souvent on entendait, après un certain temps, les conjoints de fait ont des droits. Après 3 ans, 4 ans, c'est pas vrai. C'est dans les provinces de common law, provinces anglaises, ils ont des procédures, ils ont des règles qui permettent aux conjoints de fait d'avoir certains droits. Mais ça n'existait pas au Québec. Okay. Mais comme on est proche des provinces anglaises, ceux qui sont près des frontières avaient l'impression que c'était la même règle qui s'appliquait. Et c'est pour ça qu'ils ne faisaient pas de testament, ces choses-là. OK, mais c'était pas le cas. Non. Fait qu'on expliquera ça en détail. En détail la prochaine fois. J'ai hâte de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Puis on se reparle très bientôt. OK. Au revoir. Nous, on va poursuivre avec vos nouvelles régionales. Merci à vous. Eh bien, du côté de vos nouvelles, le gouvernement et Hydro-Québec prévoient doubler la capacité électrique du Québec d'ici 2035. Et la région de la Naudière se retrouve au cœur de cette transformation. Une conférence intitulée « Quelle transition ?» présentée le 7 février à Saint-Gabriel-de-Brandon, vise à expliquer aux citoyens et aux élus l'ampleur des projets en cours et leurs conséquences sur le territoire. Eh bien, plusieurs chantiers majeurs sont envisagés, soit un poste de transformation à Sainte-Julienne, un nouveau corridor énergétique dans l'axe Vallée du Saint-Laurent et l'étude d'implantation des parcs éoliennes en Matawini. Eh bien, ces projets pourraient modifier durablement les paysages, affecter les écosystèmes, influencer la qualité de vie et même avoir un impact sur les factures d'électricité des ménages. Eh bien, des experts en énergie, dont Jean-Pierre Finet et Jean-François Blain, viendront expliquer les enjeux d'une transition qualifiée de pharaonique pour certains, notamment parce qu'elle avance sans véritable plan global, sans évaluation complète des retombées économiques et sans un réel consentement éclairé de la population. Ils aborderont aussi les questions qui préoccupent de plus en plus de citoyens, mais à qui profitera cette nouvelle électricité? Comment optimiser les ressources? Et comment protéger le bien commun pour les générations futures? Eh bien, l'événement est organisé par les Amis de l'environnement de Brandon et le regroupement Vigilance Énergie Québec, 2 organismes qui militent pour une transition énergétique responsable et transparente.
Alors, retenez bien ceci, l'événement aura lieu le samedi 7 février à 14 h à la salle municipale de Saint-Gabriel de Brandon au 5111 Chemin du Lac. Je poursuis avec les prix des aliments qui continuent de grimper au pays et ça va augmenter encore à partir du 1er février. Eh bien, les plus récentes données montrent que le Canada occupe maintenant le premier rang du G7 pour l'inflation alimentaire. En décembre, la facture a augmenté de 6,2 % sur un an, autant à l'épicerie qu'au restaurant. Et cette hausse se fait sentir dans le quotidien de millions de familles. Les experts rappellent que cette poussée n'est pas un simple soubresaut. Elle s'inscrit dans une tendance lourde qui dure depuis plusieurs années. Une partie de cette inflation vient des facteurs mondiaux, comme les conditions climatiques, le coût de l'énergie ou les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Mais l'autre partie, de plus en plus importante, est liée à la structure même du système alimentaire canadien. Les règles complexes, les barrières entre les provinces, la logistique coûteuse, les frais de conformité et la tarification du carbone s'additionnent et créent une pression constante sur les prix. Bien, selon les spécialistes, ces faiblesses remontent à la crise financière de 2008, moment où les prix alimentaires ont commencé à se détacher durablement du reste de l'économie. Ce qui surprend, c'est que cette situation survient dans un pays qui produit pourtant une grande quantité de denrées. Bien, malgré cette abondance, les prix augmentent plus vite ici qu'ailleurs et les consommateurs en ressentent directement les effets. Certains commerçants auraient même profité du congé temporaire de TPS en décembre pour ajuster leurs prix à la hausse. Un phénomène déjà observé lors de baisses de taxes passées. Eh bien, pour les ménages, l'inquiétude grandit. Les hausses touchent des produits de base comme la viande, le poisson, les légumes ou le café. Et rien n'indique que la tendance va s'inverser à court terme. Les analystes prévoient que l'inflation alimentaire de janvier pourrait être encore plus élevée, ce qui laisse présager des mois difficiles pour les familles qui tentent de boucler leur budget. Mais en somme, l'inflation alimentaire n'est plus un épisode passager. C'est un signal d'alarme qui rappelle l'urgence de revoir en profondeur la façon dont le Canada gère sa chaîne agroalimentaire. Tant que ces enjeux structurels ne seront pas abordés, eh bien, les consommateurs risquent de continuer à payer le prix fort. Alors voilà pour votre bloc de nouvelles. On va aller faire un petit tour à l'extérieur. On va aller voir Louise qui doit sûrement être en train de geler là, à matin. Louise, comment ça se passe pour les prochains jours? Tu as bien dit un petit tour à l'extérieur parce qu'il fait froid ce matin, mais c'est ensoleillé. Fait que c'est un petit peu moins pire, ça nous encourage un peu pour la journée. Il devrait y avoir du soleil une bonne partie de la journée, là. C'est sûr qu'en après-midi, il va y avoir quelques passages nuageux, mais pas vraiment trop, là. Tu sais, on va être quand même bien en après-midi. Mais les nuits, comme tu disais tantôt, sont encore très, très froides. Cette nuit, il annonce encore moins 20 degrés. Ça, je vous dis pas le ressenti, parce que, le ressenti, c'est très froid encore. Demain, dans la journée, c'est passage nuageux, ensoleillé avec passage nuageux. Bien, le même matin, ça va être moins 18. Demain après-midi, on va tomber avec du moins 13. Puis là, la neige va commencer jeudi soir jusqu'à vendredi matin. Mais on ne devrait pas avoir trop d'accumulation. Ça va être entre 3 et 4 cm de neige. Fait que, on l'avait dit, là, la neige, on ne l'a pas aujourd'hui, demain soir. Au moins, on va avoir une journée et demie sans neige. C'est rare, s'il vous plaît. Puis, en plus, le vent va recommencer demain soir. Fait que, va falloir se tenir au chaud encore. La journée du 7 février, il va y avoir beaucoup d'activités. Il va y avoir le randonnée au flambeau. Mais dans la journée qui commence à 9 h, à Saint-Gabriel, il y a les anciennes motoneiges aussi, cette journée-là. Fait que vous êtes invités au samedi le 7 février au 1726 rue Decoy, à Saint-Gabriel, pour les vieilles motoneiges. Il va y avoir toute la journée, là, il va y avoir des essais de mini-motoneiges pour les enfants. OK, il faut être sécuritaire, mais ils sont déjà tous organisés pour ça. Il va y avoir un service d'alcool, ceux qui ont froid,
Hein, mon petit brandy, ça réchauffe l'intérieur. Il va y avoir de la musique, de l'animation. Il va y avoir des saucisses sur le grill. Il va y avoir des espaces de chaleur disponibles. Fait que je vous invite à aller le 7 durant la journée. Puis le soir, ben, aller faire le randonnée au flambeau. Fait que ça va être une très belle journée, ça, ce 7-là. Fait que c'est fini présentement. Bon, ben moi, là, je vais probablement, enfin, première fois que je vous fais ça, moi, je vous envoie à la publicité. À bientôt. Eh bien oui, habituellement, je reçois quelqu'un de la maison au cœur de l'île, mais exceptionnellement, cette semaine, je reçois Dominique qui vient de la maison d'accueil de la Traverse. Allô, Dominique? Allô. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Ça va super bien. Merci beaucoup. Et je suis content que tu sois là parce que tu vas nous parler de cette fameuse maison d'accueil qui est pour les femmes. C'est ça? Parle-nous ça vient d'où cet organisme-là? En fait, nous, on est un organisme de la Naudière. Donc, on vient en aide aux femmes et aux enfants qui sont victimes de violences conjugales. Puis, ça fait là, environ plus que 44 ans là, qu'on existe. Ah oui? Oui. Autant que ça? Oui. Wow, vous êtes situé à quel endroit? On est situé dans Joliette et notre adresse est confidentielle pour les mesures de sécurité. OK. C'est quoi les principaux services que votre maison offre? On offre de l'écoute téléphonique 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, il y a toujours un intervenant qui est disponible. On offre de l'hébergement, bien entendu, donc qui est sécuritaire. On offre aussi des services à l'externe. Donc, les femmes n'ont pas besoin, et les enfants n'ont pas besoin d'être hébergés pour avoir des services. Et on fait vraiment un accompagnement général de toutes les conséquences qui touchent à la violence conjugale. Sinon, on va aussi faire des sensibilisations et de l'éducation populaire au niveau de la société. OK. Explique-nous, comment ça se passe le déroulement quand une dame est en détresse puis elle vous appelle? Ça se passe comment? En fait, ça va se passer de façon totalement confidentielle, de façon empathique aussi. Donc, nous, on est vraiment sans jugement. On accueille la femme dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle nous nomme. Puis, on essaie de faire des prises de conscience au téléphone aussi. Par contre, c'est nous qui va évaluer son besoin de sécurité puis son besoin de service. Donc, là, on va pouvoir l'orienter vers le service approprié pour la maison. Bien entendu, je ne vous cacherai pas qu'il y a des listes d'attente, donc autant à l'externe, jeunesse, femmes qu'à l'hébergement. Par contre, on offre quand même des 24 à 48 heures d'urgence et on a des moyens, là, si la femme est vraiment en insécurité physique, de pouvoir répondre à son besoin immédiat. Puis ça se passe, le premier contact se passe toujours par téléphone. La plupart du temps, oui. Okay. Sinon, le premier contact va se faire, par exemple, en sensibilisation avec une intervenante. Donc, les femmes vont venir nous rencontrer pour nous expliquer un peu leur histoire. Mais nous, on fonctionne vraiment de la façon dont on veut discuter avec la victime. Donc, on veut discuter avec la femme. Souvent, ça se fait par téléphone. Par contre, on est quand même à l'aise là, si c'est par vidéoconférence avec une autre intervenante ou si on se doit se déplacer à quelque part pour aller faire des rencontres. Des fois, c'est plus facile de le faire en vrai qu'au téléphone. OK. Mais par contre, vu que votre adresse est confidentielle, oui. La personne ne sait pas où vous êtes, la femme en détresse ne le sait pas. Première chose qu'elle fait, elle vous téléphone. Oui. Et après ça, si jamais vous avez à la rencontrer, là, vous allez probablement donner votre adresse à cette personne-là ou quoi que ce soit, non? Oui, même on a beaucoup de points de service qu'on appelle. Donc, nous, on couvre en fait, l'externe couvre toute la Naudière-Nord au complet. Donc, on va jusqu'à la Manawan. C'est mon extension là, la plus longue. Okay. Puis partout, on va avoir vraiment des points de service, donc des salles qui sont confidentielles et sécuritaires où on peut aller rencontrer les femmes. Parle-moi des enfants. Parce qu'il y a des enfants dans ces portraits-là, oui. Quand il arrive quelque chose, là. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants-là? Mais en fait, les enfants, pour nous, sont considérés comme étant toujours des co-victimes. Donc, on va vraiment prendre soin de l'enfant. Si l'enfant vient en hébergement, bien, ça va être important pour nous qu'il soit accompagné probablement de notre intervenant de jeunesse. Puis, on va lui faire visiter la maison comme étant dans son monde à lui. Donc, il va vraiment avoir des interventions faites pour les enfants, des interventions pour les femmes
et des interventions mère-enfant qu'on va faire en individuel. Donc, c'est sûr que c'est pas facile pour personne. Par contre, je vous cacherai pas qu'on est une maison familiale. Donc, on a une super belle salle de jeu. Toutes les intervenantes sont compétentes aussi pour recevoir les enfants. Donc, on essaie quand même de créer un beau moment malgré la difficulté là, que ça occupe. Est-ce qu'il y a plusieurs intervenants à cette maison-là? Oui, en tout, on est environ 22. Donc, en haut de 22 intervenantes, là, sur la liste de rappel et tout ça aussi, ça fonctionne quand même bien parce qu'on a jour, soir, nuit à combler et les fins de semaine aussi. Ah oui? Oui. Puis vous êtes situé seulement que dans la région de Joliette, là. Il n'y a pas plusieurs départements, là, dans le sens que, comme au cœur de l'île, je pense qu'ils ont 3 différentes maisons. Vous autres, vous en avez juste une, là. Oui, on en a juste une. Et on a une maison de deuxième étape là, qui s'en vient tranquillement aussi dans le coin de Joliette, vu le besoin des femmes et de leur sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2026, là? Comment on peut changer ça, ce visage-là de la violence conjugale? Y a-t-il quelque chose à faire? Mais on doit en parler. On doit cesser que ça reste de l'ordre du privé. Puis je pense qu'on a une part de responsabilité aussi à dénoncer les comportements violents, à nommer qu'est-ce qui nous plaît pas quand je regarde la relation. Si par exemple, je vois toujours, puis là je vais prendre cet exemple-là, mais tu sais, mon père qui crie toujours sur ma mère, mais je pense que moi j'ai aussi une part de responsabilité à nommer ce que ça me fait vivre puis à mettre des limites. Mais il faut en parler, il faut aller chercher de l'aide, chercher des outils aussi pour pouvoir en fait avoir des gains dans une relation qui est égalitaire et non pas avoir des gains dans une relation de force. Tu parles d'outils. Oui. Les gens peuvent aller chercher ça où, ces outils-là? Mais c'est sûr que je vais faire la part au cœur de l'île, vont vraiment s'occuper de toute la portion des personnes qui ont des comportements agresseurs et tout ça. Par contre, nous, on va faire toute la portion de que la victime reprenne son pouvoir. Donc, effectivement, les outils, ça va être nous qui va pouvoir les avoir. Je pense que tout le monde les a aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, nous, on va aller les faire fleurir ces petits outils-là, puis donner des conseils, puis regarder aussi avec les femmes comment elles peuvent maintenir des limites tout en étant en sécurité. Puis c'est sûr que nous, dans mon travail, il n'y a pas nécessairement de tabou à ce niveau-là. Donc, si pour nous, une femme est en insécurité puis qu'on pense qu'il peut avoir un féminicide, un infanticide, on va vraiment agir, même au point de lever la confidentialité, là, parce que on est vraiment là pour leur sécurité. Exactement. Écoute, Dominique, j'aurais encore plein de questions pour toi, mais c'est tout le temps qu'on a. J'espère que tu vas revenir. Ça me ferait plaisir. Parce qu'on a d'autres choses. Parle ça avec l'autre organisme, arrangez ça entre vous. Et j'espère te revoir parce que comme j'avais plein d'autres questions pour toi. En terminant, je rappelle le nom de l'organisme, c'est la Maison d'accueil La Traverse. C'est pour les femmes qui sont violentées. Victimes de violences conjugales. Victimes de violences conjugales. Rappelle-nous ton numéro de téléphone, s'il te plaît. Ça va être le 450-759-5882, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. 450? 759-5882. 5882. Merci infiniment. Et comme je te dis, j'espère te revoir. Moi aussi. Merci à vous. Merci. On s'arrête le temps d'une courte pause et on termine l'émission tout de suite après ça. Restez là. Eh bien, c'est tout le temps qu'on a. L'émission se termine. Merci, Louise. Ben oui, t'as chaud, toi, ici, en dedans, à comparer dehors. Hein? On est super bien. Louise, je te coupe tout de suite parce que j'ai un message important pour les citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola. L'Hydro-Québec doit effectuer des travaux d'amélioration ou d'entretien sur le réseau. Alors, une interruption de service est prévue à compter de demain, ce jeudi, à partir de 8h45 jusqu'à 14h45. Et en cas de report de travaux, bien, l'intervention sera déplacée au vendredi 13 février aux mêmes heures. Alors, merci beaucoup. Bonne journée. On se retrouve vendredi. Bye-bye tout le monde. Reste au chaud. Bye-bye.